Bienvenue sur le stand de Lilion à Global Industries. Donc je suis Guillaume Ménard, chef de projet innovation à la métropole de Lyon, et on est très heureux de vous accueillir pour ce témoignage, cette conférence sur les opportunités de financement de l'innovation des entreprises à l'échelon européen. Quelques mots avant de présenter nos intervenants. Donc une grande question pour les entreprises et particulièrement les PME, pourquoi innover à l'Europe? Alors on a un certain nombre de réponses qui sont présentées sur cette slide. Bien entendu, c'est l'occasion de mener des projets de recherche fondamentale, des projets de recherche appliquée, de le faire seul ou de le faire en consortium, et pourquoi pas avec la métropole de Lyon. On a un certain nombre de stratégies autour de l'industrie du futur, autour de la ville intelligente, autour de la transition énergétique, qui peuvent nous amener à nouer des partenariats avec les PME et les acteurs du territoire. Bien entendu, ces projets européens, ils vont aussi permettre d'identifier de nouvelles expertises, de nouvelles compétences avec des centres techniques, avec des entreprises, de se confronter avec des marchés internationaux. Et puis, c'est aussi de nombreuses opportunités de financement, de nombreux outils, et qui seront toujours plus nombreux, puisque notamment les pôles de compétitivité, dans le cadre de leur labellisation phase 4, auront pour mission de proposer à leurs membres des opportunités technologiques de développement de projets d'innovation. Donc l'Europe, on voit beaucoup de raisons d'aller travailler à cet échelon pour développer ses innovations. Mais il faut le faire en douceur, il faut faire bien accompagner, il faut s'informer, se former. Et donc aujourd'hui, on a choisi de se faire accompagner par 3 intervenants. Donc tout d'abord Christian Dubarry qui travaille chez BPI France, qui s'occupe du pôle Europe, et qui nous présentera les opportunités de financement, projet collaboratif et l'outil Eurostar. Ensuite Pascal Formizin qui est professeur aux mines Saint-Étienne, qui fera un focus sur l'outil instrument PME. Donc Christian et Pascal font partie du point de contact national PME, c'est-à-dire la représentation en région, à Paris et en région, pour l'utilisation des outils de financement au niveau européen. Et puis pour terminer, on a la chance d'avoir avec nous Clément Blondel d'Attestation Légale, qui est chef de projet Europe chez Attestation Légale, et qui nous fera part de son expérience de participation à un projet instrument PME. Donc merci à tous les 3 d'avance pour votre témoignage, et on démarre tout de suite avec la présentation de Christian. Merci Guillaume. Ouais. Parfait. Faut pas être trop loin. Attends, je vais au niveau du temps, tu m'avertis pour un quart d'heure? Ouais, 20 minutes, ok. Tu me dis quand c'est 5 minutes, quoi. Okay. Bonjour à tous, je suis ravi d'être là parmi vous. Donc mon objectif, c'est de vous présenter en 15 à 20 minutes les financements pour des projets collaboratifs d'Horizon 2020 et Eurostars, et également les dispositifs d'aide au montage qui existent. Et je passerai la parole ensuite à mon collègue Pascal Formizin pour vous expliquer l'instrument PME plus en détail. Pascal Lagarde, c'est quelqu'un d'autre, c'est mon chef. Donc, on a dit il y a beaucoup de choses. Notre rôle, c'est de rendre ces choses qui sont nombreuses, simples, et de vous aider à aller le plus rapidement possible vers ce qui peut répondre à vos objectifs. Parce qu'il y a une certaine complexité dans ce dispositif. Nous, on est là pour l'éliminer. Donc voilà ce que je vais vous présenter rapidement. Je m'arrêterai là parce que Pascal vous expliquera l'instrument PME. Ça, c'est de l'administratif, c'est les grandes masses d'Horizon 2020, le grand programme européen de recherche et d'innovation. 80 milliards d'euros sur 7 ans, avec des thématiques, on y reviendra après. Ce qui est intéressant pour les entreprises, c'est ceci. Qu'est-ce qui est transverse et commun aux différents instruments? D'une part, les taux de subvention, qui sont très favorables, très incitatifs, très généreux, 100% pour les organismes de recherche, et pour les entreprises, c'est 100% pour les activités de R&D, dites R&D industrielle, ou 70% pour les activités de R&D proches du marché, en France correspondant à peu près à ce qu'on connaît sous le nom de développement expérimental. C'est des phases plus proches du marché de la R&D. Ça peut s'exprimer aussi en nombre de TRL, en numéro TRL, Technology Readiness Level.
Tout ça, c'est documenté. L'autre point transversal, c'est les coûts indirects avec des taux forfaitaires de 25%. Quand on dit financement à 70 ou 100%, ça veut dire que sur un certain investissement réunissant des coûts éligibles, il y aura une subvention qui viendra financer 100 ou 70%, les coûts pouvant être des coûts de personnel, du déplacement, de la sous-traitance, de l'amortissement sur la durée du projet, d'investissement liés au projet de R&D. De la sous-traitance aussi, je l'ai dit. L'évaluation, il y a 3 critères d'évaluation, ça c'est vrai pour tous les programmes. L'excellence, est-ce que c'est innovant? L'impact, est-ce qu'il y a des perspectives marché convaincantes? Et qualité, efficacité de la mise en œuvre, est-ce que le consortium ou l'entreprise est convaincant dans sa capacité à faire ce qu'elle propose de faire? Pour dire les choses le plus rapidement possible. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de budget pour les PME? Ça, c'est les grandes masses sur 7 ans au niveau européen. 8 milliards, 5 milliards, 3 milliards, 1 milliard. En France, ça veut dire de l'ordre de 120 à 150 millions d'euros pour les PME en subvention par an. Donc, ce qui est à la fois réduit, mais aussi très important si on compare avec les budgets publics d'aide à la R&D. Donc 120 à 150 millions d'euros de subventions pour la R&D dans les PME, c'est tout à fait significatif. Pourquoi est-ce que c'est intéressant pour les entreprises? Ça permet de développer les PME par l'innovation. Par exemple, en travaillant dans le collaboratif avec des futurs clients, développer un produit en travaillant avec ses futurs clients, c'est une voie d'accès au marché plus facile. Travailler avec des centres de compétences en amont qui vont fournir des compétences techniques nécessaires à des projets, c'est aussi intéressant, en particulier sur une base européenne, parce qu'on peut travailler avec les meilleurs acteurs européens dans un domaine, qu'ils soient publics ou privés. Et également, on peut partager des dépenses de R&D avec des applications qui peuvent concerner plusieurs entreprises dans un consortium. Je ne sais pas si vous m'entendez, ça va? Ouais, bon. Pour nous, on a aussi un enjeu de politique publique qui est le retour financier vers la France. On est à 10,5 de taux de retour de performance. Ça serait bien qu'on soit à 17%. Le différentiel, c'est 600 millions d'euros par an. Donc on perd 600 millions d'euros pour la France chaque année parce qu'on ne dépose pas assez de projets, principalement, et pas assez de projets qui sont classés tout à fait en haut. Donc il faut déposer plus et de meilleurs projets. Bon, enfin, c'est toujours pareil, mais on est plutôt moindre déposant quantitativement que les pays concurrents. Mon premier sujet, c'est les projets collaboratifs thématiques. Donc ça, c'est les projets ouverts à toutes les entreprises et tous les laboratoires dans Horizon 2020. Les PME participent à de l'ordre de 15% des budgets de ces projets. Ils font l'objet d'appels à propositions qui sont définis, documentés dans des programmes de travail biannuels qui listent les domaines thématiques dans lesquels la Commission souhaite qu'il y ait de la R&D qui soit financée. On n'est pas sous-performant en France sur le plan de la participation du secteur privé. On le croirait, mais ce n'est pas vrai. En France, la participation du secteur privé, c'est 38%. En Allemagne, c'est 35%. Au Royaume-Uni, c'est 32%. Donc c'est plutôt positif. Ça demande à être encore renforcé. Alors ces projets collaboratifs, ils existent donc dans plusieurs domaines qui sont les défis sociétaux d'Horizon 2020, la santé, la bioéconomie, l'énergie, les transports, l'espace, l'éthique. Pour une PME, la question principale est de choisir d'être leader ou partenaire. C'est très coûteux d'être leader d'un projet parce qu'il faut avoir la capacité à piloter un grand projet de 5 à 20 millions d'euros de budget sur 3 ans avec un nombre de partenaires assez important. Si ça rejoint stratégiquement les objectifs de l'entreprise, ça peut valoir le coup. Sinon, plus fréquemment, les PME peuvent participer en tant que partenaires d'autres acteurs, que ce soit des grandes entreprises ou des centres de recherche comme les instituts Carnot que représente Pascal, qui sont des acteurs plus impliqués que les PME dans ces grands programmes et qui permettent aux PME de participer peut-être plus facilement à ces grands projets de R&D européens sans qu'elles aient à supporter le coût de montage. Ça, c'est un point important dans ce que je voulais vous dire. Et partenaire ou pas, c'est monter ou pas le projet, évidemment. Donc, monter le projet, c'est un coût important.
pas où il est le truc. Il est où l'ordinateur? Ah, c'est là. Alors, il y a une partie des projets, des programmes thématiques qui intéressent plus particulièrement l'industrie. C'est les GTIs. Ce sont des dispositifs qui associent les grands industriels européens via leur fédération. Je prends l'exemple de l'aéronautique. Clean Sky. C'est un regroupement des grands industriels européens de l'aéronautique, tels que Safran, Airbus et autres acteurs, qui se mettent ensemble, définissent leurs besoins et lancent des appels à propositions dans le cadre de Clean Sky. Il s'agit de R&D plus proche du marché que les projets qu'on a vus juste avant. Donc ça intéresse d'autant plus les PME parce que ce sont des projets très industriels qui sont directement liés à de la commercialisation de produits pour le compte de ces grands groupes industriels qui après vont acheter les produits, les sous-ensembles pour les avions, etc. Donc Clean Sky, l'objectif globalement, c'est l'avion plus propre, plus économe en énergie, qui fait moins de bruit, plus léger, etc. Et sur chacune de ces GTI, il y a des objectifs de ce type-là. Sur les produits biosourcés, l'électronique, les piles à combustible, le médicament innovant, le rail, et enfin l'Air Traffic Management sur la création d'un système de gestion automatisé du ciel européen, du trafic aérien. Donc c'est une partie un petit peu différente, mais qui intéresse peut-être même plus les PME que celles qu'on a vues avant. Maintenant, on en arrive à des choses qui intéressent plus spécifiquement les PME. Ça, c'est un programme qui est réservé aux PME, qui s'appelle Eurostars, qui permet le financement de coopération pour le développement de produits, de procédés ou services innovants. Ah, il me manque un truc là, oui, voilà, c'est ça. La particularité de ça, c'est la zone de couverture géographique. Il y a le Canada, il y a la Corée, il y a l'Afrique du Sud. Donc c'est une zone plus large que l'Europe, que l'Union européenne. Il y a évidemment Israël, la Turquie, etc. C'est un petit peu une voie d'accès simple pour les projets collaboratifs pour les PME. C'est comme ça qu'on l'explique, parce qu'il n'y a pas de thématique. C'est tout domaine. Il suffit d'avoir un projet d'innovation convaincant. Le leader du projet doit être une PME technologique, définie selon certains critères. Il faut au moins 2 partenaires, donc au moins 2, mais au plus 2, ça marche aussi. Ça veut dire que si vous, PME française de Lyon ou d'ailleurs en France, avez un futur client allemand, par exemple, qui est un grand groupe, imaginons Siemens ou Airbus Allemagne ou je ne sais pas qui, ça suffit de travailler avec lui dans un projet Eurostars. C'est suffisant d'être 2. Donc c'est pour ça que je vous disais que c'est plus simple que les projets qu'on a vus avant, qui réunissent au moins 3 partenaires, pardon, mais le plus souvent 5 à 10. Là, il suffit d'être 2, c'est beaucoup plus simple. La durée maximale est de 3 ans, et puis il y a des critères sur le fait que la commercialisation doit intervenir pas plus tard que les 2 ans après la fin du projet. Donc c'est des projets assez proches du marché, disons. Au niveau financier, c'est un petit peu moins généreux que ce qu'on a vu avant. Le niveau des aides, c'est des subventions que BPI France gère, c'est-à-dire que l'évaluation est faite au niveau européen et nous, on se cale, on applique l'évaluation. C'est-à-dire que si une PME est sélectionnée, on la finance. Donc c'est 40% pour les PME, c'est 30% pour les entreprises de moins de 2000 salariés. Et 40% des coûts complets, plafonnement à 100 kg € pour le laboratoire public. On intervient dans la limite des fonds propres de l'entreprise. Alors vous allez dire c'est moins généreux que ce que fait la Commission, c'est vrai, mais la contrepartie de ça, c'est que par rapport à un budget qui nous est alloué, nous on ne crée pas de l'argent, on l'utilise, on l'alloue, on le répartit entre plus d'entreprises. C'est-à-dire que tous les projets qui sont sélectionnés au niveau européen, on est capable de les financer. Alors qu'il y a des pays qui ne vont pas financer un tiers des projets sélectionnés. Donc c'est un choix un petit peu de politique qu'on a fait, de doctrine, disons, pour servir le maximum des bons projets. Voilà ce que je voulais vous dire sur Eurostars. Si, un point important, voilà. Le point le plus important là-dedans, c'est que
Si vous soumettez un projet, il a 30% de chances d'être financé. C'est des taux de succès qui sont sans équivalent dans le reste du programme cadre. Donc ça va avec le désavantage, l'inconvénient d'avoir un financement moins attractif, plus de chances d'être financé. Non. Non, il n'y a pas l'arrêt des minimis, c'est des aides à la R&D qui sont dans une autre fenêtre réglementaire. Donc c'est réglé par ailleurs cette question. Donc les budgets, c'est important, je ne l'ai pas dit, mais les budgets moyens, c'est 1 million d'euros par projet. Donc l'entreprise française, en gros, mettons, elle a un budget de 400 kg euros avec un financement à 40% sur 2 ans. C'est ça un projet type. Alors maintenant, avant de passer la parole à Pascal, je vais vous dire 2 mots de la nouveauté de la commission maintenant dont vous allez entendre parler parce qu'il va y avoir une campagne de communication. Ça s'appelle le Conseil européen d'innovation. C'est une initiative de la Commission qui renvoie également au discours du président de la République française de la Sorbonne il y a un peu plus d'1 an, où il appelait de ses voeux la création d'une agence européenne d'innovation de rupture. La réponse de la Commission, c'est ça à partir de 2021, avec une phase de pilote qui va démarrer maintenant. Ça s'appelle le Conseil européen d'innovation. Et là-dedans, on va retrouver différentes choses. Des choses dont on ne va pas parler, comme le financement amont, de R&D amont d'innovation de rupture, Pathfinder, un accélérateur dont on va parler Pascal Formisa, parce qu'on retrouve dedans l'instrument PME, pour lequel on a un témoin, avec une fenêtre de capital risque en plus, et puis d'autres actions comme des prix et Fast Track to Innovation, des prix octroyés à des entreprises qui ont réussi à développer quelque chose qui correspond à disons, un objectif européen. Donc, je vais vous parler rapidement de Fast Track to Innovation qui, en dehors de ça, est la chose qui intéresse le plus les PME. J'ai combien de temps? J'ai combien? 5 minutes. 5 minutes, très parfait. Donc, un mot sur Fast Track to Innovation. Vous avez à peu près compris ce que c'est Eurostars. Fast Track to Innovation, c'est à peu près la même chose. Sauf que, c'est-à-dire, c'est des projets collaboratifs tout domaine, proches du marché. Sauf que le financement est plus généreux. C'est 70% des coûts pour les entreprises. En contrepartie, les taux de succès sont moins favorables. Au lieu de 30% de réussite, c'est 5 à 10, disons, %. L'autre différence, c'est que les grandes entreprises peuvent participer, peuvent piloter les projets. Ce n'est pas réservé aux PME. Ça peut être un grand groupe qui pilote un projet avec des partenaires industriels ou académiques. Ce n'est pas un académique qui pilote le projet, ça doit être industriel. Donc on est dans le bon lieu pour parler de ça. Donc il faut au moins 2 industriels sur 3 à 4 partenaires et 3 industriels s'il y a 5 partenaires dans le projet. Au moins 60% du budget à l'industrie. Donc c'est une volonté de flécher les crédits vers l'industrie. Et c'est dans tout domaine. Voilà, donc c'est plutôt intéressant. Le budget, c'est jusqu'à 3 millions d'euros. Il y a des délais assez courts, c'est-à-dire que c'est 6 mois entre la soumission et le versement. Par rapport au reste des programmes de la Commission, c'est rapide. Et puis vous voyez les dates 2019-2020, il y a 2 dates par an, il y a un budget de 100 millions d'euros par an. Donc avec 2 dates par an, ça fait 50 millions d'euros octroyés par call, ce qui veut dire à 3 millions d'euros par projet, 3 fois 1, 2 calls par an. À 3 calls par an, exact. 3 calls par an, pardon Pascal. 3 calls par an, donc 33 millions d'euros par call, c'est-à-dire 12 projets par call en Europe. Donc si on en a 2 pilotés par la France à chaque call, c'est super, mais pour ça il faut que plus de gens s'y intéressent, et ça vaut le coup de s'y intéresser, parce que très industriel, très proche du marché, et c'est très bien financé. Donc avant de passer la parole à Pascal, je vous dis quelques informations pratiques sur comment approfondir. Pour revenir à mon intro, l'idée des choses dont je veux parler là, c'est que c'est fait pour vous aider à aller plus vite et à trouver la bonne option dans ce que je vous ai présenté, dans ce que Pascal va vous présenter également. Donc on a un site référence en France, c'est celui-là. On a un e-learning gratuit sur les financements PME d'Horizon 2020 sur le site BPI France Université. Une adresse mail centrale
pouvez nous contacter par ce biais-là. Ça adressera tout le groupe PCN-PME. Les organismes du réseau Entreprise Europe présents en Rhône-Alpes, comme l'Agence régionale de développement Rhône-Alpes. Pardon. Et puis, quelques aides financières en montage qu'on gère chez BPI France pour, dans le cas d'une PME, vous aider à recourir au service d'un consultant privé. Parce que ces projets, notamment les projets collaboratifs, mais aussi les projets instruments PME, réclament un niveau de forme dans la présentation et même l'organisation des consortiums, quand c'est le collaboratif, qui doit être excellente. Vraiment, ça doit être au top du top au niveau européen. Et souvent, les PME n'ont pas l'habitude de ce genre de formalisme. D'où l'intérêt de s'appuyer sur des tiers qui peuvent être nous. Mais nous, on ne va pas pouvoir passer 10 jours avec vous parce qu'on a beaucoup de gens à voir. Donc le consultant est une solution intéressante. Et on a quelques dispositifs qui peuvent vous aider à réduire le coût d'accès aux consultants. Pour les projets collaboratifs, ça s'appelle l'aide au partenariat technologique. C'est notre direction régionale en région, BPI France. Ça, c'est une aide pour monter les projets instruments PME, phase 2 et phase 1, que vous allez voir tout à l'heure. En gros, à chaque fois, ça diminue le coût du consultant par 2. On prend en charge la moitié de la facture, hein, de façon générale. C'est comme ça que ça fonctionne. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis donc le PCN PME que Pascal et moi avons le plaisir de représenter ici est constitué de ces organisations qui sont à vos côtés pour vous orienter sur ces différents dispositifs. Voilà, merci d'avoir écouté. Alors le PDF, je ne sais pas si la liste des participants on l'a. À la fin de la présentation, donc, vous aurez mon adresse email et donc je vous invite à me contacter ou on peut se voir juste après. Je pourrai transférer les présentations au format PDF avec plaisir. Merci. Merci, à votre disposition pour échanger post-présentation. Je passe la parole à Pascal. Merci Christian. J'invite tous ceux qui veulent regarder. Il y a 7 places. Mesdames, messieurs, vous avez juste 7. Parce que j'ai 88 slides. Ça va prendre un bon bout de temps. Non. I'm just joking about that. Yeah. Merci. And I'd like to thank the translator. This is really difficult to do that. Mon objectif, c'est de vous présenter en une petite vingtaine de minutes l'instrument PME qui est exclusivement dédié aux PME. Donc pour tous ceux qui ont envie d'avoir une subvention européenne et de postuler en termes d'innovation au niveau de l'Europe, je vais essayer de vous faire un raccourci de ce que peut être l'instrument PME. Alors, je vais passer sur la coordination et sur le point de contact national PME. Vous avez toutes les structures. Je voudrais juste vous rappeler que et c'est notre difficulté parce qu'on est en train de passer de ce qu'on appelle Horizon 2020 à Horizon Europe. Et il y a des modifications qui interviennent en cours d'année cette année et qui interviendront l'année prochaine avec notamment la mise en place de la European Innovation Council qui est quelque chose qui va être très prégnant sur l'innovation. Notre intérêt sur les 3 piliers que constituait H2020, c'était vraiment la primauté industrielle, industrial leadership comme on l'appelle. Et là-dessus, on avait ce qu'on appelait les quêtes, qui sont les technologies clés émergentes, ainsi que l'innovation dans les PME. Alors, je passerai assez rapidement sur les budgets. Maintenant, on attaque directement en quoi sert un instrument PME et pourquoi c'est là et comment ça se passe. Tout programme européen a des séquences de programmes. Ces séquences, c'est des séquences de 2 ans, pendant lesquelles on fait une revue de direction, on fait un bilan et on modifie les choses pour les 2 années suivantes. Ça s'est passé en 2014-2015, puis 2016-2017, tout en préparant le FP9 qui s'appelle Horizon Europe maintenant. Et vous voyez qu'on arrive ici sur les 2 dernières années, 2018 et 2019, avant d'entamer la dernière année. Et c'est là où les changements vont vraiment faire apparaître le besoin d'innovation majoré que veut l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'en Europe, on a des taux de succès sur les investissements innovants qui sont trop faibles et il faut qu'on progresse encore plus. Ce slide permet de voir, de visualiser ce qu'a expliqué Christian tout à l'heure.
Vous avez sur la gauche des projets collaboratifs. Ce sont des grands projets de R&D avec un TRL qui est plutôt situé. Alors TRL, ça veut dire c'est un indice de maturité technologique, Technology Readiness Level. Et ce TRL, il est plutôt de 2 à 4 ou à 5 sur les projets collaboratifs, qui sont de gros projets, qui ont des gros consortia et qui représentent entre 36 et 48 mois de durée avec des financements de 5 à 10 millions d'euros. Et dans lesquels les instituts Carnot, par exemple, que je représente, ou d'autres instituts de recherche universitaires ont une part prépondérante. Les industriels et les PME sont en fait les end users, comme on dit. Ce sont des utilisateurs finaux de la technologie ou des recherches effectuées en applicatif dans le cadre de ces projets. Au milieu, à partir de ces projets de R&D, vous avez Eurostar, qu'a cité Christian, qui est un projet spécifique qui met en œuvre 2 industriels sur une capacité de commercialisation rapide d'un produit, d'un service, d'un procédé. Et puis, vous avez l'instrument PME. La cible, c'est vraiment les PME. Et l'instrument PME n'est réservé qu'aux PME. Vous ne pouvez pas avoir d'académiques, de NGO, etc. C'est absolument proscrit. Donc l'instrument PME est destiné aux industries, aux petites et moyennes entreprises et qui ont une forte innovation qui va déboucher sur une innovation dite de marché. Et ça, c'est très important. Une fois qu'on a ça dans la tête, on est capable de comprendre l'ensemble des projections européennes. J'ai essayé de schématiser sur ce slide une cartographie des différents financements à destination des PME, mais pas que. Si vous avez en abscisse ici, entre la recherche fondamentale et la croissance et l'expansion, vous partez d'une recherche fondamentale, vous allez sur une recherche industrielle, un développement expérimental, une mise sur le marché et une croissance. C'est le schéma de tout système et on verra que c'est le sbire américain. Et ensuite, en ordonnée, vous passez d'un système bottom-up ou top-down. Alors, si on part du top-down, c'est les projets collaboratifs qui sont financés à 100%. Les industriels qui sont dans ces projets collaboratifs sont financés à 100% de leurs coûts. Ensuite, vous avez GTI, qui a présenté Christian également. C'est un financement pareil. Ensuite, l'instrument PME ici, c'est une subvention de l'ordre de 70%, plus des frais d'overheads. C'est-à-dire que sur l'ensemble des ventilations budgétaires que vous avez, par exemple de l'équipement, par exemple du personnel, vous aurez un coût X sur lequel vous avez 25% de frais d'environnement, comme on dit, qui vont se rajouter. Un équipement que vous allez payer 100 €, vous allez en fait avoir 70 € de subvention, plus 25% des 70 € pour son environnement, ce qui vous fait 87,5 €. Donc vous voyez que c'est assez intéressant. Par rapport à Eurostar, le taux de financement en subvention est plus haut, mais les taux de succès sont plus faibles. Ensuite, le Fast Track to Innovation, dont vous a parlé Christian. Ce Fast Track to Innovation, entre 3 et 5 partenaires, c'est un système qui est très similaire de l'instrument PME, mais dans lequel on a un petit consortium qui représente 5 partenaires à maxima. Et enfin, l'Eurostar ici, que j'ai mentionné, où c'est 30 à 40%. Ce slide vous permet d'avoir une idée de la répartition cartographique des différents projets européens. Voilà. Alors, là, on revient sur les taux de subvention et sur les allocations de subventions en fonction de la structuration des organisations. Les taux d'overhead sont toujours les mêmes à 25%. En fait, l'instrument PME vient du Small Business Innovation and Research Program. C'était les Américains qui avaient mis ça au point, où en fait on passait d'un système de fonds publics à un système de fonds privés et d'investissement avec des business angels, mais aussi avec du venture capital. Et donc ça veut dire qu'on a un gap à franchir qui est de 1 à 3 millions d'euros, et l'instrument PME va servir à combler ce gap. C'est ce qu'on appelle le gap funding. Je suis désolé pour mon franglais, mais bon, Brexit oblige, on peut l'utiliser. Et ce gap va permettre de franchir les difficultés de financement d'une petite société. D'où les 3 phases de l'instrument PME. Une première phase qui va être une faisabilité technique et de marché. Une deuxième phase, la plus importante, qui va être la démonstration, c'est-à-dire que vous allez avoir des prototypes, des démonstrateurs, et une troisième phase liée à la commercialisation. Toutes les PME innovantes ont le droit d'y participer, et que les PME. Ensuite, il faut qu'il y ait un soutien possible à une seule entreprise, mais cette entreprise peut avoir des partenaires, 2 au maximum derrière.
pas des sous-traitants, des partenaires. Enfin, les 3 phases successives, mais vous pouvez postuler soit la phase 1, soit la phase 2. Mais vous ne pouvez pas postuler en même temps aux 2 premières phases. Simultanément, ce n'est pas possible. Le financement, on l'a vu. L'idée, c'est une dimension européenne. Quel est mon produit et comment je vais le distribuer en Europe? Et enfin, il y a 4 cut-off. 4, on va pêcher les filets 4 fois dans l'année, mais vous verrez que la fréquence des cut-off est faible. Si on prend l'échelle TRL, vous avez ici une schématisation de l'ensemble de cette chaîne TRL. Je vais aller assez vite puisque vous aurez les slides. Et dans cette échelle TRL, vous voyez bien que apparaissent les différents projets et programmes qu'on vous a exprimés, que ce soit Eurostar, que ce soit l'instrument PME, que ce soit Fast Track to Innovation. Et ça, ce sont des éléments qui sont importants parce que à partir de TRL 6, vous êtes capable de sortir sur le marché en mettant en place un démonstrateur. Donc sur l'instrument PME, j'ai 2 questions à poser à chaque fois qu'on étudie avec l'Agence d'innovation de Lyon ou d'autres. À chaque fois qu'on étudie ça en expertise, on a 2 questions. Quelle est l'innovation? Quel est le business? Parce que le business va venir provenir de l'innovation. Si je regarde sur la phase 1, c'est une subvention de 50 000 € qui va me faire une démonstration de la faisabilité technique. Sur la phase 2, c'est une démonstration des activités. Si on continue, la phase 1, vous avez 6 mois de durée. Vous avez ce qu'on appelle une lump sum, c'est une somme forfaitaire de 50 000 € qui vous est allouée. C'est 3 jours de coaching, c'est 10 pages de dossier. Attention, c'est 10 pages qui sont évaluées. Mais le dossier il est beaucoup plus important que ça, puisque vous pouvez présenter votre entreprise, votre équipe, vos compétences. Et enfin, c'est la preuve du concept. Pour la phase 2, c'est beaucoup plus important. Et c'est cette phase 2 qui concentre l'ensemble des intérêts des PME, où vous avez une durée de 12 à 24 mois, voire plus, ça peut aller jusqu'à 30 mois. C'est de 500 000 € à 2,5 millions d'euros de subvention. C'est 12 jours de coaching. C'est 30 pages hors annexe. La précédente, c'était aussi hors annexe. 30 pages où vous avez 3 critères à développer. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Les dates des cut-off. Alors, je voudrais que vous soyez assez attentifs là-dessus. Sur les phases 1, vous voyez que c'est tous les 3 mois, assez régulièrement pendant l'année. Sauf que, il y a une modification en 2019. La dernière date vient d'être supprimée par la Commission européenne pour la mise en place de ce qu'on appelle de l'EIC Pilot. Et cette suppression du 6 novembre fait que le dernier call en phase 1 sera en date du 5 septembre prochain. Les appels 2020 seront supprimés, mais nous n'en avons pas la certitude aujourd'hui. Nous attendons les votes du Parlement et la validation de cela par la Commission. Sur les phases 2, vous voyez qu'il reste des dates ici qui sont inscrites. Progressivement, donc vous voyez que c'est le 9 janvier, 3 avril, 5 juin. En 5 mois, vous avez 3 cut-offs. Ça va très très vite. Et ensuite, vous en avez un dernier en octobre. Aujourd'hui, on va transformer ces cut-offs pour l'instrument phase 2 progressivement en ce qu'on appelle l'EIC Accelerator. Et l'EIC Accelerator va reprendre les fondamentaux de l'instrument PME et on va avoir des modifications sur la structuration de l'investissement et du financement. Ce sera de la subvention, plus de ce qu'on appelle l'equity, qui sont soit des prises de capitaux, soit des participations d'investisseurs. Alors, on est passé d'entre 2014 et aujourd'hui de 11 lignes thématiques à plus du tout de lignes thématiques. Il y a 3 ans, on avait des lignes thématiques avec vraiment des ancrages budgétaires. Aujourd'hui, il n'y a plus rien. C'est totalement bottom-up. Mais on est en train de préparer pour 2020 le Horizon Europe, avec notamment le nouveau programme, mais la naissance de l'EIC, European Innovation Council, avec de nouvelles modalités et des incitations encore plus fortes pour l'innovation. Si je continue, sur les budgets, on est parti de 26 millions d'euros en 2015 pour la phase 1, ce qui faisait 230 millions d'euros pour la phase 2 en 2015. Et regardez jusqu'où on arrive aujourd'hui en 2020 à 600 millions d'euros. Ce sont des chiffres qui vont être repris dans l'EIC avec un apport d'autres programmes comme le programme, ce qu'on appelle FET Open, qui sont des structurations pour avoir plus d'incitation à l'innovation.
Ce qui change pour les années 2018-2020, c'est que sur un instrument PME phase 2, et ça sera valable sur l'accélérateur, vous avez, à partir du moment où vous avez accroché un certain niveau, vous avez des interviews à Bruxelles, qui sont des pitchs de 10 slides dans lesquels vous devez exprimer ce que vous voulez faire. Puis, vous avez des Seal of Excellence, qu'on appelle le SOE, c'est les Seal of Excellence, ce sont des labels d'excellence qui sont réservés aux dossiers qui ont plus de 13 sur 15, et on va voir les notations. C'est intéressant de l'avoir parce que quand vous avez un Seal of Excellence, vous poussez les investisseurs à venir vous voir. Bon, je passerai sur les interviews où vous avez deux résultats. Soit vous êtes financé, soit vous n'êtes pas financé et vous avez un Seal of Excellence. 4 focus areas, comme on dit, c'est-à-dire 4 priorités pour l'Europe. C'est ce qu'on appelle les accords de Paris, où vous avez un fonds de 3 milliards d'euros. C'est ce qu'on appelle l'économie connectée et les gains environnementaux avec l'économie circulaire et non pas solidaire. La digitalisation et la transformation de l'industrie, et enfin, la sécurité dans l'Union européenne. Alors, quelques chiffres, et j'en finirai par là. Sur l'ensemble des données des années 2014-2017, il y a eu plus de 31 000 projets en phase 1 et 15 000 en phase 2. Vous voyez donc qu'il y a une répartition 1 tiers, 2 tiers qui est assez claire. Là-dessus, sur les phases 1 financées, vous en avez plutôt pas mal. Sur les phases 2, il y en a très peu. Et c'est les taux de succès qui sont effectivement assez effondrés en phase 2, mais plutôt cohérents en phase 1. Sur le bilan français, vous voyez que les Français réussissent très bien en phase 1 et ont des taux de succès plutôt supérieurs à la moyenne, alors qu'en phase 2, ils sont à peu près dans la moyenne générale de l'Union européenne. Les taux de retour, vous voyez en bleu les contributions de l'Europe, et vous voyez que les Français ont pêché fortement en 2015 avec un faible taux de retour parce que nous n'avions pas suffisamment de dossiers et parce qu'ils n'étaient pas suffisamment professionnalisés. Alors le dossier, c'est un business plan avec l'ensemble des poids respectifs des 3 critères. Quand vous faites un dossier phase 2, vous avez 10 pages sur l'excellence, 10 pages sur l'impact, 10 pages sur l'implémentation, mais les poids respectifs ne sont pas les mêmes. Alors là, je vais passer, ce sont tous les critères. Et l'évaluation qui a été modifiée en 2018, où vous avez une interview qui permet d'éviter que de faux dossiers passent à travers les filtres. Je vous ai noté ici l'ensemble des notes minimales qu'il faut atteindre pour être éligible, c'est-à-dire pour pouvoir participer. Vous voyez qu'il faut 4 sur 5 à chaque critère et le seuil d'admissibilité doit représenter une somme de 13 sur 15. Bon, ça, ce sont les évaluations. En dehors de Very Good to Excellent, tous les autres, ça ne suffit pas. Voilà. Et enfin, le support pour l'audition, où vous avez une trame qui vous permet de présenter votre propos comme devant des investisseurs. Alors, sur 2018, c'est un petit peu différent, comme il y a l'évaluation, comme il y a l'interview, pardon. Et vous voyez qu'en 2018, il y a eu près de 10 000 dossiers déposés en phase 1 et 6 000 en phase 2. Vous avez un équilibre entre les phases 1 et les phases 2. Et vous voyez que les taux de succès en phase 1 commencent à monter terriblement. En phase 2, il y a de plus en plus de monde, donc la compétition est de plus en plus sévère. Ici, c'est un tableau qui vous schématise l'ensemble des participations françaises sur les 4 cut-off. Si on regarde bien, vous voyez bien que l'ensemble des phases 2, sur ces données générales, représente 252 propositions financées sur plus de 6 000, presque 6 000 dépôts, ce qui est quand même très faible. Sur le bilan français, vous avez ici le nombre de sociétés qui ont été financées et entre parenthèses le nombre de sociétés qui ont été convoquées à Bruxelles pour une interview. Vous voyez que le bilan français il est plutôt bon et en 2018 on est assez satisfait parce qu'on a obtenu presque 50 millions d'euros, mais la compétition est de plus en plus rude. Et pour le dernier call de 2019, voici nos résultats. Il y a eu 1700 propositions en phase 2, donc ça va être l'accélérateur va être du même acabit. Il y en a 127 au niveau français, il y en a 60 qui sont au-dessus de 13 sur 15 qui sont des super projets et seulement 4 ont été financés sur les 9 interviewés. Bon voilà, ça c'est le budget et je crois que c'est fini. Juste un truc, c'est les 4 grandes thématiques sur lesquelles il y a le plus de dossiers. Énergie, Engineering and Technology, Health
and ICT, Information Communication and Technology. Et ça, ce sont les 4 grandes thématiques sur lesquelles porte l'ensemble des dossiers. Et on a les mêmes liens avec Christian. Et je vous remercie, j'étais un peu long peut-être. Merci beaucoup. Merci Pascal pour cette présentation de l'instrument PME. Donc, je vais passer la parole à Clément Blondel de la société Attestation Légale qui va nous faire part de son expérience d'avoir participé à un projet instrument PME, phase 1 et phase 2. Merci Guillaume. Oui. Ouais. Vous avez la petite zapette. Ouais, donc attestation légale. Alors, pour éviter de faire de la redondance et de vous montrer tout ce qui a déjà pu être expliqué sur l'instrument PME, moi je vais vous parler de la transformation d'une petite boîte à LG. Monsieur me rappelait qu'il était venu dans nos locaux et qu'on était 20 à l'époque, vers aujourd'hui une boîte plus importante puisqu'on est 70, quasiment 80. Alors déjà, la solution que porte Attestation Légale, c'est une gestion de la conformité administrative des sous-traitants. Attestation Légale a été créée à l'initiative de Renaud Sornin, ancien numéro 2 des achats chez Bouygues Construction. Et il est parti de Bouygues avec l'idée de créer une boîte pour résoudre un problème qui se posait aux majors du BTP. Donc notre système est assez simple. Lorsque vous êtes fournisseur, vous déposez vos documents administratifs une seule fois pour tous vos clients. Et lorsque vous êtes donneur d'ordre, vous pouvez consulter les dossiers authentifiés et à jour. C'est ce qu'on appelle la solution Once for All, puisqu'il suffit de déposer une seule fois pour tout le monde. Alors pourquoi on a fait H2020? Tout d'abord pour s'internationaliser. Et comment on l'a fait? On l'a fait grâce au programme H2020 phase 2 et on a appelé notre projet Once for All. Alors au départ du projet, il y a un mindset assez caractéristique, c'est le souhait de travailler avec nos coopétiteurs. En fait, nos principaux concurrents, on décide de travailler avec eux pour avoir un standard commun, de manière à ce que les entreprises qui sont inscrites sur une plateforme, celle de notre concurrent par exemple Actradis, puissent, moyennant un coût minime sur leur abonnement, pouvoir s'inscrire également sur notre plateforme. Donc on a présenté durant une phase 1 ce projet à l'Union européenne en leur disant écoutez, nous on a un super mindset, on a un super produit qui s'appelle Attestation Légale, une super plateforme, et du coup notre souhait ce serait d'en tester la faisabilité à l'échelle de l'Europe. Pour ça on a ciblé 2 pays durant la phase 1, 2 pays que sont l'Espagne et l'Allemagne, avec 2 approches tout à fait différentes. En Espagne, on s'est rendu compte qu'il y avait une saturation du marché, plus de 30 plateformes présentes qui faisaient la même chose que nous. Donc du coup, notre souhait était de s'adjoindre les compétences d'un compétiteur et de voir comment on pouvait ensemble réaliser une croissance externe pour attaquer le marché espagnol. En Allemagne, au contraire, on s'est rendu compte, grâce à notre pionnier DNS, qu'en fait il n'y avait absolument pas de plateforme et donc il y avait un réel besoin. Donc là on a décidé de construire ad hoc, ex nihilo, une plateforme pour répondre à ce besoin. Donc vous avez deux pans techniques, le développement de l'interopérabilité pour l'Espagne et pour la France, puisqu'on avait pour enjeu d'automatiser l'interopérabilité. Et du côté de l'Allemagne, la création d'une plateforme qui soit interopérable, multi-pays, multi-secteur. Aujourd'hui, pour vous donner un peu un petit update de nos avancées, en Allemagne, nous sommes sur le point de formaliser une joint venture avec l'un de nos principaux compétiteurs en Allemagne. Donc en reproduisant le même état d'esprit qu'en France avec notre compétiteur Actradis, on est en train de réaliser une joint venture donc pour créer une boîte qui va s'appeler Once for All, OFA GmbH. Je voulais vous montrer ce slide aussi pour vous montrer à quel point pour une jeune structure, finalement, réaliser un instrument PME, ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de résilience. L'idée de s'internationaliser et de tester la faisabilité de notre produit à l'international, on l'a débuté en 2014 en participant au concours mondial de l'innovation. Comme on a vu que ça prenait, on a postulé une phase 1 qu'on a décrochée. Donc en fin 2014, début 2015, on décroche une phase 1.
En 2015, on tente une phase 2, il y a une petite coquille, on tente une phase 2 et on échoue. On échoue, on retente cette phase 2 en changeant les équipes. Je vais vous montrer aussi à quel point la transformation d'ALG a été marquée par l'instrument PME. Donc on postule à une deuxième phase 2 qu'on obtient donc en août 2016. Plusieurs éléments marquants au cours de ces 3 ans, 2 ans et demi, puisque nous, en fait, notre projet va durer au final 32 mois. On a un premier avenant en 2017, puisqu'on se rend compte qu'en fait, la phase 1 s'est révélée peu précise. Donc du coup, on a demandé à l'Union européenne, à la Commission européenne, sans changer l'enveloppe de notre budget, de bénéficier de temps supplémentaires. Donc on passe le projet de 21 à 29 mois. 2018, vous avez 2 éléments marquants qui sont la sortie de la plateforme en Allemagne sous la forme d'un MVP, puis la création donc en novembre dernier de OFA GmbH, donc Once for All GmbH. Fin 2018 également, un deuxième avenant pour des raisons cette fois-ci RH, donc toujours la vie d'une entreprise qui fait face à des départs. Du coup, on a dû remplacer du monde et on a fait un deuxième avenant. La Commission européenne nous a octroyé 3 mois de plus, toujours sans changer l'enveloppe. Fin 2019, début 2019, pardon, la joint venture avec notre principal coopétiteur allemand, donc Zertifizierungsbau. Et la fin du projet qui sera pour le 31 mars 2019, donc on est à quelques mois de l'échéance. Les clés de notre réussite. Tout d'abord, on a fait, et ça c'est un message que je voudrais adresser à tous les futurs candidats, on en a fait un vrai projet d'entreprise. Si c'est pour faire une chasse à la subvention, c'est une mauvaise idée. Il faut vraiment que H2020 devienne un vrai projet d'entreprise et que l'entreprise dans son ensemble s'approprie le projet. Des changements d'équipe et d'expertise. Entre l'échec de la phase 1 et la réussite de la phase 2, on a changé. Moi, je suis arrivé sur le projet en cours de projet, en février 2018. Et c'est ce changement et cet apport de sang neuf qui a permis aussi de tenir sur la durée et d'avoir un projet réussi. Et enfin, de la résilience et de l'engagement. Parce que depuis 2014, vous voyez, on est sur une période assez longue de 5 ans. Alors ça nous a demandé aussi beaucoup de changements en interne. On était 20, aujourd'hui on est 70, donc il a fallu s'organiser à l'IT puisqu'on crée un nouveau produit. Et donc on a énormément recruté, on s'est professionnalisé sur les postes notamment de product owner. Donc on a, vous voyez, un product owner et toute une équipe dédiée pour le développement de la plateforme. C'est le PO OFA. On a également un PO ALG puisque en fait la plateforme OFA est notre future plateforme cible. Donc pour ça, pour s'assurer de la migration du legacy, donc de notre ancienne plateforme vers notre future plateforme, on a également staffé l'IT de ce point de vue-là. On s'est staffé au niveau du business développement en recrutant des business développeurs en Espagne, dont une personne à Madrid en continu, des business développeurs Allemagne, un responsable de back-office également pour l'Allemagne. Et puis toute une partie communication. Angélique qui est avec moi aujourd'hui a pris en charge la relation avec la presse, avec les traducteurs et la mise en place d'une vraie stratégie communication et marketing pour accompagner le projet. Alors ça, ce sont tous les partenaires qui nous accompagnent. Vous voyez que on a été soutenu par un certain nombre de partenaires, notamment sur la partie légale et éthique, puisque la Commission européenne demande une mise à niveau assez intense et assez dense. Donc il a fallu se faire accompagner de ce point de vue-là. Et pour une jeune structure, c'était un travail assez considérable. Voilà les exemples de travaux et de veille qu'on a dû mettre en place. Une refonte de nos CGUV, puisque d'une boîte accès BTP, accès France, il a fallu se transformer, rédiger nos documents en anglais. Donc je vous le disais, point de vue légal, on avait aussi envisagé de monter un GUIE. Finalement, c'est une joint venture qu'on va faire, mais au départ, c'était un GUIE, un groupement européen d'intérêt économique qu'on devait faire. Toute une partie éthique, donc je vous le disais, voilà, c'est ce que je vous expliquais précédemment.
un gros travail au niveau de la communication pour construire en fait une image, construire l'image de Once for All, passer d'une entreprise française, d'une PME qui bosse avec des entreprises du BTP en une entreprise européenne, un champion européen. Je voudrais également faire un focus sur le rôle de notre Project Officer. On a une relation de transparence et de partage avec le Project Officer. Et ça, je m'adresse encore une fois aux futurs candidats. C'est quelque chose de très très important d'avoir vraiment cette relation de confiance et de partage avec votre Project Officer. On est allé la voir à 2 reprises à Bruxelles. Non seulement pour faire des points d'avancement, mais également pour prendre le pouls un peu de comment a été perçu notre projet, pour avoir son soutien. Voilà, c'est important de travailler en symbiose avec son project officer. Donc informer, prévenir de chaque modification qu'il pourrait avoir. Au niveau du reporting, on vous alloue pas une subvention sans qu'il y ait une contrepartie. Il y a un reporting assez important, un certain nombre de livrables. Nous, on a fait le choix de faire des reportings mensuels, donc avec un rapport tous les mois de l'état de nos avancées. Un rapport technique et financier à mi-projet qui est obligatoire pour celui-là. Et puis un rapport à fin de projet. Puis on a des rapports qui marquent notre avancement business, des livrables qui marquent notre avancement technique, puisqu'à chaque fois qu'on sort une nouvelle release de la plateforme, on communique également à la Commission européenne pour la tenir informée de la bonne avancée de notre projet. Et c'est cette relation et c'est cette transparence dans la communication qui a participé à la chance d'obtenir 2 avenants. Parce qu'on nous avait dit des avenants, vous en aurez pas, vous vous êtes engagé sur une période, c'est très compliqué. Et en fait, grâce à la relation qu'on a construite avec Anna, elle a pu comprendre qu'en fait, pour des raisons qui étaient indépendantes de notre volonté, on faisait face à des difficultés, que notre projet, mis à part cette difficulté, était une réussite et qu'il fallait le soutenir. Et c'est pour ça que, sans changer l'enveloppe de subvention de départ, mais en nous octroyant du temps supplémentaire, on a pu bénéficier de quelques rallonges. Donc ça, on est aussi accompagné par... Il y a un fort besoin d'accompagnement puisque l'audit, en tout cas les engagements financiers sont importants auprès de la Commission européenne. Donc on a mis en place un certain nombre d'outils en termes de comptabilité d'audit et on se fait accompagner par Altesis et Mazar qui nous soutiennent quotidiennement pour assurer que les rapports finaux auprès de la Commission européenne soient corrects. Un certain nombre d'outils aussi internes. Voilà, on a mis en place des follow-up, par pays, des follow-up pour le produit, des follow-up de manière générale sur le projet. On a un certain nombre d'outils qui permettent à tout le monde de travailler de manière collaborative et qui facilitent l'avancée du projet. Donc ça peut paraître très anodin, mais ce sont des outils qui sont nécessaires à la bonne gestion d'un projet de cette ampleur. Voilà, c'était tout, c'était assez bref, mais voilà. Donc c'était une jolie réussite Once for All, et donc on arrive à la fin du projet et avec une joint venture en Allemagne et une plateforme qui va sortir multi-pays et multi-secteur. Voilà, je vous remercie. Merci Clément. J'ai une petite question. Sans l'intervention de l'instrument PME, à votre avis, quel aurait été le développement commercial à l'international de la société quelle accélération a permis ce soutien de la Commission européenne? Alors, merci Guillaume. Alors, Renault avait tendance à dire que l'international, ça ne l'intéressait pas, puisque le BTP, c'est franco-français, qu'il voulait rester sur un axe fort vertical BTP français. Et donc, il y a vraiment eu un changement de mindset au cours de ces années sur la nécessité de se transformer, de devenir un champion européen, et aussi l'opportunité qu'a pu constituer l'instrument PME de ce point de vue-là. Merci. Est-ce qu'il y a des questions complémentaires? Donc dans tous les cas,
Les présentations sont disponibles donc auprès de moi ou auprès des membres du point de contact national dédié aux PME. Merci à tous les trois pour vos interventions, la présentation des outils, votre témoignage, Clément. Et voilà, je vous souhaite un bon salon et une bonne visite sur le stand de Lilian. Merci.